rencontrer les résidents, nous nous équipons pour les protéger. Colette est en visite avec sa mère. Cet allègement des mesures sanitaires doit rester prudent pour elle. Accepter un petit peu plus de visites, un peu plus de temps même, parce qu'on est arrivé à des temps très très courts. Mais bon, il faut surtout, à mon avis, penser à leur sécurité. Pour la première fois, sa mère ne sera pas avec elle pour Noël, par sécurité, mais aussi pour lui éviter les 7 jours de confinement obligatoires si les résidents passent Noël en famille. Au fond de moi, c'est vrai que c'est dur, mais il faut savoir de temps en temps prendre un petit peu le dessus et faire des efforts. Est-ce qu'il y a des résidents, est-ce que toi-même, tu souhaites passer le Noël en famille? Ou est-ce que tu souhaites plutôt rester ici? Non, j'aime mieux rester ici parce qu'après, il faut rester confiné. Oui. Toujours, je suis allée chez mes enfants. Et là, cette année? Mais ce sera ici, à la maison. Mais enfin, on est pas mal ici, on est très bien même. Est-ce que vous êtes d'accord de rester plusieurs jours dans votre chambre? Bah oui, j'avais entendu parler de ça hier. Ben non, ça me plaît pas du tout. Bah oui. Je préfère pas y aller. Les résidents n'ont jamais été isolés en chambre pendant les 2 confinements. Aucun aujourd'hui ne souhaiterait sortir de l'établissement pour Noël. Les équipes sont rassurées par cette prudence. La vigilance est de mise, évidemment, et donc il faut concilier cette préservation des résidents tout en ayant une qualité de vie à l'intérieur, un bien-être, une chaleur, des relations sociales. Pendant les vacances de Noël, les familles pourront rendre visite tous les jours aux résidents. Je vous rappelle qu'hier, le Premier ministre a annoncé, a espéré le début de la campagne de vaccination en France à la fin de l'année, avec un premier stock d'environ 1 million de doses de vaccins. Et puis sachez que les professionnels du cinéma ont à leur tour annoncé le dépôt d'un recours en urgence au Conseil d'État pour tenter de rouvrir les salles. Autre chose liée à la crise quand même, augmentation record des ventes de cigarettes cette année, plus 12%. 2 raisons peut-être, confinés, les Français ont peut-être davantage fumé, et surtout interdiction de se déplacer, donc ça a empêché d'aller acheter les cigarettes dans les pays voisins. Ça n'est plus le cas depuis mardi, on peut se déplacer pour aller faire ses courses de cigarettes ou d'autres choses, en principauté d'Andorre, à condition de revenir avant le couvre-feu. En Andorre, Pascal Michel et Jean-Marc Lucas. Un petit tour et puis s'en va. À peine 2 heures au pas de la case, les passagers de cet autocar ont fait le plein. 2 cartouches, de la charcuterie, du beurre, du fromage, un collier pour le chien. Ils viennent de Dordogne. 5 heures de route aller, autant en retour. On est parti ce matin à 7h et on est arrivé là à midi. Et on repart là et on va arriver vers 19h ce soir avant le couvre-feu. Après 6 semaines de confinement, les Français ont retrouvé le chemin de l'Andorre et de leur boutique préférée. Alcool et cigarettes en tête. Comment vous avez fait pendant ces 2 mois de confinement? C'est dur. Ceinture aussi pour les commerçants. Pendant près de 2 mois, la plupart des boutiques étaient fermées, faute de clients. Alors, pour écouler les stocks, l'heure est déjà au rabais. Moi, je suis plein en la marchandise. Nous, on avait rentré pour l'hiver et pour Noël et tout. Quand les gens rentrent, on commence déjà à faire quelques pourcentages pour essayer de sortir du stock le plus possible, quoi. Les Français sont venus pour ça, en pensant à Noël. Au rez-de-chaussée de ce grand magasin, rayon parfumerie. C'est pour offrir. Vu la différence de prix par rapport à chez nous, évidemment, on n'hésite pas. 2e étage, vêtements, 30% moins cher qu'en France. Faut jouer les Pères Noël. Avec quoi par exemple? Des vêtements pour grand gamin. Là c'est pour le papa, un petit blouson, une cinquantaine d'euros. Au lieu de 79. Enfin, dernier étage, promo sur les montres, les lunettes et sur l'électronique. Je recherche un téléphone pour ma fille. Et pour agrémenter ces achats, il y a un plaisir qui n'a pas de prix, ou presque, celui de se prélasser en terrasse, au soleil. Et à propos d'Andorre, je vous rappelle que c'est ce week-end que commence la grande saison du trophée Andros de course automobile sur glace en Andorre. Dès ce week-end, course entièrement électrique depuis l'an dernier. Dans l'actualité des régions, la mobilisation de 215 élus de la Drôme pour demander un accès universel au téléphone fixe. Ils sont en colère qu'on parle tant de la 4G, de la 5G et que dans quantité d'endroits, on n'a toujours pas le téléphone et qu'on veut même supprimer carrément les téléphones fixes. Entre Prupy et Le Poët, Laval, Gaël Charvet et Quincy Russell. Ne leur parlez pas de très haut débit, de 4G. Dans certains villages de la Drôme, ça ne passera tout simplement pas. Et j'ai pas de réseau. Ils n'ont pas de réseau, ni surtout de téléphone fixe. Aujourd'hui, ça marche, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes considérés comme des sous-citoyens. Il faut faire quelque chose.
soit envoyer un satellite ou, je sais pas, faire quelque chose. Heureusement, ils ont encore le sens de l'humour, malgré les coupures de ligne régulières. 3 mois sans réseau pour Hélène, dont le bracelet de téléassistance est relié à son téléphone fixe. Personne ne peut me joindre. Pour Maria aussi, tout juste sortie de l'hôpital. Une personne seule, qui n'a plus de téléphone, qui va appeler le médecin n'importe quoi, on fait quoi? Et je ne conduis plus non plus. Il y a beaucoup de personnes à mon âge, je ne conduisais plus. Même si ça ne marche pas, on paye quand même. Hein. Même les commerçants ont du mal à faire fonctionner leur lecteur de cartes, qui souffre aussi d'un réseau capricieux. Ce matin, ça avait du mal, là, maintenant, c'est reparti, ça prend. À force d'attendre derrière leur téléphone, 215 élus de la Drôme ont publié une tribune pour demander l'accès pour chaque citoyen au téléphone fixe, comme le prévoit la loi. J'ai du souci s'il arrive un accident sur la commune et que je ne peux pas prévenir les secours. Oui, c'est angoissant quand même. Orange, propriétaire des lignes, dit multiplier les interventions, réparer. Nous avons d'ailleurs croisé ces techniciens au travail. Pas de problème, c'est surtout des endroits comme ici, là où ça passe à travers les arbres, ça traverse les champs, ça traverse les rivières. Celles-ci ont du mal à être entretenues. Il le concède, le réseau de cuivre est difficilement réparable. Honnêtement, le cuivre a été laissé à l'abandon complet. Alors comment attirer des entreprises, de nouveaux habitants, comme ce couple suisse, qui peine à établir le contact avec les clients de sa chambre d'hôte. Si vous ne répondez pas pendant 24 heures, les clients ils vont ailleurs. Puis ils me disaient, vous habitez où? Vous êtes derrière la Lune ou ça fait quoi hein? Pour remplacer l'ancien réseau, les opérateurs prévoient l'installation de la fibre optique en 2030. Dans la Drôme, on ne demande pas la Lune, mais on espère d'ici là faire bouger les lignes. Et je salue les Poètes-Lavaliens. Après le téléphone, autre polémique, celle des éoliennes. On a déjà parlé dans ce journal de ces fameuses 22 éoliennes près de la montagne Sainte-Victoire, si chère à Cézanne. Elles ont été construites précipitamment, les recours en justice ne sont pas épuisés, mais les éoliennes sont là et on commence même à les tester. Donc ça fait hurler les opposants. Entre Artigues et Ollières dans le Var, Baptiste Guédet, Soufiane Aklouf et Sylvain Fargeau. Elles font désormais partie du paysage. 22 éoliennes, 225 mètres de haut, à quelques encablures de la montagne Sainte-Victoire. Sorties de terre ces derniers mois sur les communes d'Artigues et d'Ollières, un projet qui continue de diviser les habitants. Je suis déçu parce que c'est pas joli pour la nature. C'est fait, et puis il faut s'y faire. Mais je trouve pas ça moche. Ça a dévalué les habitations, sans compter les habitations qui sont autour. Je suis plutôt pour. On a du vent que ça serve. Depuis plus d'une décennie, des associations livrent une bataille juridique contre ce parc éolien. Les opposants pensaient pouvoir faire arrêter les travaux suite à un jugement du tribunal administratif de Toulon en février dernier. Mais quelques semaines plus tard, la préfecture permet à l'exploitant de poursuivre le montage, tout en lui donnant un délai d'1 an pour régulariser sa situation. Maintenant que les éoliennes sont là, difficile d'envisager un retour en arrière. Il a fallu scarifier littéralement et raser une partie en fait, des collines pour pouvoir faire passer des engins de chantier. C'est vraiment une plaie béante en fait, dans le paysage méditerranéen. Récemment élu, le maire d'Ollières a déposé lui aussi un ultime recours contre ce projet. Les retombées économiques des 12 éoliennes installées sur sa commune sont faibles, voire inexistantes. Ça ne compense en aucun cas les dommages qui sont causés, tant en termes d'impact visuel, de pollution visuelle, de pollution sonore et de nuisances à la faune et à la flore. C'est perdant-perdant pour la commune. Faire démonter une seule éolienne coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors qu'elles doivent commencer à fonctionner dans les prochaines semaines, les opposants ont désormais l'impression de mener un combat contre des moulins à vent. Voilà un nouvel épisode de notre nouvelle rubrique La France défigurée. C'est jeudi aujourd'hui et avant les vacances, c'est notre dernier Actu et vous. Chaque semaine, vous nous dites ce que vous retenez de l'actu, ce qui vous intéresse vous, ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on a choisi d'aller au soleil de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et même à la plage avec vous, Nicolas S. À part les bains de mer, qu'est-ce qui intéresse les Malouins ce matin ? Ah oui, vous avez raison, le soleil, la mer, des conditions idéales. Et ce matin, dans la presse locale avec le Télégramme, c'est la folie des colis de Noël. Les ventes explosent sur Internet. Et puis, le Brexit qui préoccupe beaucoup. Le Brexit toujours à la une de Ouest France, cette fois-ci avec des conséquences sur les légumes, le lait, l'agroalimentaire. Le Brexit très très présent à Saint-Malo, car l'Angleterre est juste à quelques kilomètres. Et je vous propose de regarder le reportage que nous avons tourné ce matin avec Sébastien Guerche. Ce matin, le long du sillon de Saint-Malo, la mer vient s'abattre sur les brise-lames. Un spectacle apprécié par les promeneurs. Pourtant, au large, c'est la Grande-Bretagne qui inquiète. La question d'un accord sur le Brexit
préoccupe les Malouins. La communauté anglaise est très implantée ici, dans Saint-Malo et dans le pays malouin, hein, depuis de nombreuses années déjà. C'est inquiétant. On pense beaucoup aux pêcheurs en ce moment. Voilà. Si les pêcheurs bretons ne peuvent plus aller pêcher dans les eaux britanniques, ça va être une catastrophe économique. Dans la ville intramuros, la question du vaccin occupe aussi les esprits. Le gouvernement pourrait lancer les premières vaccinations dès la fin décembre. J'espère qu'on sera vaccinés parce qu'il faut qu'on en sorte de tout ça. C'est un petit peu pesant. Je fais partie des sceptiques parce qu'on n'a pas de recul pour analyser dans les effets secondaires que la durée et la pérennité du vaccin dans le temps. Place forte du tourisme, les commerçants malouins comptent sur l'arrivée des vacanciers pour relancer les affaires. Il nous faut les touristes, mais qui vont arriver là bientôt. Les Parisiens, les Rennais, les Nantais qui vont arriver. Ouais. À quelques jours de Noël, l'actualité c'est aussi le réveillon, même en formule réduite. Dans cette boucherie, ce couple passe commande. On s'organise pour être pas trop nombreux pour le 24 et puis voilà, donc ça va le faire. On a commandé du sanglier, donc ça va être très bien là pour Noël. Ça fait du bien de penser aux fêtes de fin d'année, ça va mettre un petit peu de baume au cœur et un peu de joie pour tout le monde parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Et puis, au détour d'un rempart, un sujet incontournable. L'avant-dernier journal du plus populaire des journalistes, Jean-Pierre Pernaut. Il est resté près des gens. Et puis, regardez son taux d'audience. 30 ans après, c'est extraordinaire. On est chauvin, et Jean-Pierre, il aime bien la Bretagne, il parle souvent de la Bretagne. La Bretagne, qui sera sans doute très visitée pendant ces fêtes de fin d'année. Ouais, partez pas tous quand même tout de suite en Bretagne. Il y a encore un journal important demain, je crois. Merci de m'avoir fait ce petit clin d'œil. C'est vrai qu'on attend beaucoup les touristes, Sébastien et Nicolas. Eh bien oui, ils vont arriver ce week-end parce que regardez, le soleil est là, il va encore durer quelques jours. Et puis, on voulait vous remercier pour ces milliers de GT présentés avec Sébastien. On pense bien fort à vous, Jean-Pierre, et surtout, on vous embrasse très très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Merci infiniment et à bientôt. Salut à tous les deux. Deuxième partie du journal, ça nous y amène directement. La Bretagne, on est à tout juste une semaine du réveillon. Les commerçants sont en pleine effervescence. On vient d'en voir quelques-uns. Chez les fleuristes aussi, il y a du boulot. Rosenoël.cca, bien sûr, qu'adore notre ancienne rédactrice en chef Anne de Coudoneuve. Et des tas de petits bouquets pour décorer les tables. À Rion, dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frisson et Céline Olive. Pour ce fleuriste, le camion de livraison réfrigéré, c'est un peu sa hotte du Père Noël. À l'intérieur, des centaines de fleurs françaises prêtes à être coupées et assemblées. Un arrivage de fleurs de France qui est parti du marché aux fleurs de hier. Maintenant jusqu'à la veille de Noël, jusqu'au 24, tous les jours il y a des arrivages. Bon, là c'est la course. C'est la course poursuite, la course au temps. Alors autant ne pas traîner. À l'intérieur, les vendeuses réalisent les premiers assemblages pour une ambiance de Noël déjà très présente. Là on a de la giroflée, du genêt et de l'ilex, donc c'est le fruit du hou. C'est réalisé tout de suite, préparé et livré dans la foulée. Chercher les derniers éléments de décoration ou repérer les plus jolis assortiments, les clients du jour ont déjà des idées bien précises. C'est un cadeau que je vais faire pour ma fille, pour décorer sa table. C'est les couleurs, c'est la fraîcheur, c'est une présence. Alors même si dans le magasin, on peut en voir de toutes les couleurs, pour les fêtes, c'est bien le traditionnel en guise de repère de Noël. La valeur sûre, c'est rouge, les couleurs traditionnelles Noël, rouge, vert, rouge et blanc, et le or, du brillant, pour faire un côté festif. Avec ça, on fera plaisir. À coup sûr. Finalement, offrir des fleurs à Noël, c'est aussi la plus simple des déclarations. C'est le cadeau de dernière minute, c'est l'objet qui fait, c'est la fleur qui fait plaisir, la fleur qui parle, la fleur qui dégage de l'amour. Et pour Noël, en famille, oui, l'amour est un faux, surtout dans ces périodes. Très peu d'eau, très peu d'eau. Une fois tous les 10 jours, c'est suffisant. Enfin, petit conseil avant d'offrir votre bouquet, conservez-le bien au frais, comme dans votre garage, par exemple. Encore faut-il avoir un garage, mon cher Guillaume. Merci. Plus qu'une semaine en tout cas. Un Noël si particulier cette année, mais tous les jours, on donne des idées au Père Noël qui aura le droit de voyager. Aujourd'hui, pourquoi pas, des jouets en bois dans une très jolie boutique à Montpellier. Florence de Juvigny et Jean-Vincent Molinier. La lettre au Père Noël prend parfois des airs de liste de courses. Et le marchand de jouets se transforme en primeur. Là, on va retrouver des fruits ou des légumes de qualité exceptionnelle. Un rayon crèmerie, laiterie, viande, poisson, les petits gâteaux comme ça qu'on va acheter au supermarché. Là, on les a en miniature. Les petites saucisses cocktail pour l'apéro et une boîte de macédoine de légumes. Plus de 1000 produits. Ici, nous avons trouvé tous les ingrédients pour notre gâteau
en bois. Tout est strié, tout est taillé à la main, tout est façonné par l'homme. Et c'est important pour nous de proposer des jouets qui vont perdurer, où vous allez ressortir pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Un temple du jouet traditionnel. Ici, tout est déballé et à portée de main. Ça se vend pas en boîte, ça se vend tout à l'unité. Et ils sont tous peints à la main. Prêts à voler, à bondir sous le sapin. Je suis vraiment dans la boutique du Père Noël, c'est super. Les grandes enseignes, ça n'a pas du tout ce charme. Là, on est vraiment dans le jouet ancien, dans du vrai jouet. On a envie de jouer, quoi. Non, ils ont des trucs super sympas quand même. Et la brune est encore plus jolie, mais il n'y est plus. Des jouets différents qui plaisent aux parents. Je privilégie pas mal le bois. Et puis surtout, j'essaie de trouver des jouets qui leur est vraiment utiles et avec lesquels ils vont vraiment s'amuser. Alors voici une idée à murmurer aux bonnes oreilles. L'enfant, à partir de 1 an, va pouvoir monter et se familiariser avec son véhicule en 3 roues. Et après, quand il a bien pris confiance, donc on va le monter en 2 roues. Aucun doute, le Père Noël viendra s'inspirer chez les petits commerçants. Et maintenant, Dominique Lago-Sampère m'a rejoint une première fois, car elle reviendra tout à l'heure. C'est le grand jour pour les coups de cœur de Noël de nos correspondants, vous le savez. Les votes sont clos depuis minuit. Ça a été très serré jusqu'au bout. Dominique, merci à tous nos correspondants d'avoir mis tout leur cœur dans cette série de reportages et de coups de cœur. Près de 100 000 votants. Alors, allez, on y va pour le podium ? On y va, et comme il est question du centenaire des Miss bientôt, allez, 3e dauphin, c'est bien, hein. Et oui. C'est pas une Miss, c'est un Miss, notre Mister. Coup de cœur, Guillaume Frixon, regardez comme il est beau. Pour l'Auvergne et sa maison illuminée, on voit quelques images. 2e dauphin, les gourmands seront contents, les Brais de Leu de Philippe Vogel, cette fois en Alsace. Allez, petit suspense, avec seulement 500 petites voix d'écart. C'est une femme, la première dauphine. On salue Aurélie Herel, Languedoc-Roussillon et les féeries de Noël d'Agnan. Ils se sont bien battus, hein. J'enchaîne sur le premier, je le dis moi-même. C'est vous, allez. J'ose pas, tout le monde va croire qu'on a triché. On n'a pas triché, je vous jure. Pour succéder au village de Noël de Gaël Charnet, qui représentait la région Rhône-Alpes l'an dernier, c'est le coup de cœur de Sébastien Ambert, qui s'est fait des cheveux tout l'hiver pour faire gagner la ville d'Amiens et des illuminations. Vous êtes en direct, Sébastien. 500 voix d'écart, mais un beau cadeau dans la ville qui m'a vu naître. Eh ben absolument, Jean-Pierre, bravo. Regardez, j'ai sorti les petits instruments pour faire la fête. Alors évidemment, avec le Covid, il y a quelques picards avec moi qui sont là, bien sûr, pour vous dire bravo, parce que la cathédrale a gagné. Cette cathédrale magnifique, gothique, qui a 800 ans, a gagné le coup de cœur de Noël cette année. Alors c'est pas de la triche, hein. Il y a eu beaucoup de picards qui ont voté. Moi, je pense qu'ils veulent absolument te faire, Jean-Pierre, ce magnifique cadeau de Noël pour l'avant-dernier JT. Quoi de mieux? J'embrasse quand même Aurélie Herel en Languedoc-Roussillon. Elle avait mis une si belle robe d'époque et tout ça, mais bon, tant pis. C'est nous qui avons gagné ici en Picardie, à Amiens. C'est une vraie fête, un vrai bonheur. Merci au Courrier Picard qui nous a vachement soutenus. Merci à Wake Up Amiens, qui est un site sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup aussi partagé, incité les gens à voter. Vraiment, les Picards se sont mobilisés, ça fait tellement plaisir. Il fait beau, il y a un petit air de marché de Noël ici aussi, il y a plein de monde dans les rues. Ah, ça fait du bien, dis donc, cette histoire et ce coup de cœur de Noël. Et puis Bergamote est content avec ses courriers du Père Noël. Voilà, parfait. Bon, bravo Jean-Pierre, je t'embrasse évidemment et tous les Picards t'embrassent. Salut. Salut Sébastien, amuse-toi bien. C'est bête, il n'y a pas de carnaval de Dunkerque, il va aller le faire à Amiens. Je vous donne les résultats détaillés. Picardie, 11 360 voix. Languedoc-Roussillon, c'était serré jusqu'au dernier 500. jour. 10 879. Allez, on reste dans l'ambiance de Noël avec une... On vous retrouve tout à l'heure, hein. Faites pas trop de mal aujourd'hui. Promis. On reste dans l'ambiance de Noël avec une belle tradition gourmande à Lyon. Les petits chocolats enveloppés dans un papier brillant qu'on s'offre à Noël. Ce sont les fameuses papillotes, toujours sorties d'une petite devinette. Lyon, c'est Christophe Buzine et David Paturel. Elles ont envahi les vitrines de tous les chocolatiers lyonnais. Un feu d'artifice de couleurs, de saveurs. Une papillote, avant de l'acheter, on la goûte. On n'envisage pas de passer Noël quand même sans quelques papillotes autour de la table, même si cette année ça va être un petit peu plus réduit que d'habitude. 10 grammes de bonheur emballés dans un papier brillant et une tradition qui se perpétue de génération en génération. Moi j'essaie de transmettre le goût du chocolat noir parce que j'aime bien à ma fille.
Pour l'instant, c'est encore un peu plus sur le lait et le blanc, mais ça va venir. À l'approche des fêtes, le maître chocolatier travaille sans relâche. L'origine de la papillote, c'est avant tout une histoire d'amour. Elle est née au cœur de Lyon il y a plus de 200 ans. C'est un jeune apprenti de chez Monsieur Papillot qui voulait draguer une jeune fille au premier étage de la chocolaterie. Donc il a trouvé le moyen d'envoyer des messages et il emballait en fait un petit mot doux garni d'un chocolat. Dans l'atelier, le chocolat coule à flot. On rajoute du miel, des amandes, des noisettes, puis vient l'étape de l'enrobage qui fait pétiller les yeux d'Ophélie. Moi, c'est ma période préférée. Parce que c'est Noël, c'est féerique. Moi, c'est ma période préférée. Les papillotes artisanales sont ensuite emballées patiemment à la main. Chaque chocolatier a son savoir-faire. Beaucoup de doigté, j'ai envie de dire, et un petit peu de force pour faire le petit nœud, mais c'est le principe voilà, d'un petit twist, on va dire. Cette autre chocolaterie, plus que centenaire, est aussi le paradis des gourmandes. Clin d'œil à son inventeur, les papillotes contiennent toujours aujourd'hui une blague ou un texte à méditer. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Fabriquer des papillotes, ce n'est pas un travail, mais simplement offrir du plaisir, comme un premier cadeau de Noël. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir de beaux reportages comme ça. Toujours l'ambiance de Noël avec une rencontre comme on le fait de temps en temps avec un collectionneur passionné. Hier, on était en Champagne avec un amoureux des trains qui était magnifique. Aujourd'hui, une dame qui, depuis 30 ans, collectionne, devinez, des voitures à pédales. Avec elle, dans le Loiret, Cécile Madronet et Pascal Chély. Attention, vous allez suivre Dominique dans un étonnant musée. L'endroit surprendrait le Père Noël et ses lutins. Voici les jouets rêvés des enfants il y a près d'un siècle, les voitures à pédales. Ça comme ça. Ça, c'est une suspension indépendante sur chacun des essieux. Les pédales, voilà, c'est très simple. C'est chaque coup de pédale de l'enfant est repris par le moteur mécanique qui multiplie sa puissance pour que la voiture puisse atteindre plus de 30 km/h. Cette Panhard Grand Prix de 1935 est très rare. Elle fait la fierté de Dominique. Il y a eu 630 exemplaires de fabriqués. Bon, c'était un jouet qui coûtait très très cher et en plus qui était expédié dans les grandes familles du monde. Donc en France, il en reste peu. Un petit coup de trompe, elle est faible. Depuis plus de 30 ans, le collectionneur s'est donné une mission. Rassembler tous les jouets créés par Eureka. La marque française se fait d'abord connaître avec des jeux de tir pour les enfants, des cibles, des carabines ou des pistolets à air comprimé. Il fallait pousser comme ceci. Voilà. C'est un peu dur parce qu'il a beaucoup d'âge, il est comme moi, il est un petit peu bloqué. Et voilà, c'était un des premiers pistolets. L'usine se lance dans les voitures pour enfants en 1922. C'est la première qui a été construite avec ce fameux moteur mécanique que vous voyez là. Les modèles suivent ensuite l'essor de l'industrie automobile. Les pilotes en culotte courte rêvent d'avoir la voiture de papa. Plutôt des autos d'après-guerre, ça. Donc vous avez ici la 404 de chez Eureka. À côté, la Renault 16. La Renault 16, c'est la dernière voiture fabriquée par Eureka. Ils fabriquaient tout sur place. Ils avaient une fonderie, ils avaient des presses, ils emboutissaient, ils avaient une hêtraie. Ils débitaient leur propre hêtre sur place pour faire les marchepieds, pour faire les crosses, pour faire les premiers châssis des voitures à pédales étaient en bois. Les jouets les plus accessibles se vendent dans les grands magasins. D'autres sont commandés par des familles fortunées. Eureka organise même des courses de voitures à pédales à Paris avec ses modèles Grand Prix. La marque est réputée dans le monde entier. Bah là, ça c'est un bon métal des années 70. Mais le déclin s'amorce avec l'arrivée du plastique. Parce que celle-ci, elle n'est pas en fer. Les options de cette biplace ont tout de même de quoi séduire. Et ici, son fameux poste de radio. Et ça fonctionne. Après 30 ans passés à la recherche de la perle rare, Dominique commence à vendre une partie de sa collection. Le vélo Eureka, le vélo d'études. Ces vélos, par exemple, rejoindront une grande vente aux enchères en février. Son bois est vraiment d'origine. Ouais, tout le bois est d'origine. Dany garde seulement ses plus beaux trésors, comme ce bateau
dénichés aux États-Unis. Ici, cette fameuse boîte de vitesse Eureka. Petit siège réglage avec des crans. C'est une invention un peu géniale, une sorte de pédalo qui s'appelait l'hydroglisseur, ça s'appelle. Autant de jouets qui ont émerveillé les enfants autrefois et qui racontent aujourd'hui encore l'aventure industrielle de la marque Eureka. Pardon, monsieur Dominique, je pensais à Dominique Lagros, son père, mais vous n'êtes pas une femme, on l'a vu. Il y a Noël, mais il y a une autre fête qui se prépare en ce moment, l'élection de Miss France samedi soir au Puy du Fou, c'est en Vendée. Ce sera le centenaire des Reines de Beauté, on l'a vu hier. 29 prétendantes à la couronne de Miss France 2021 sont en pleine répétition. Elles sont passées hier devant le jury de présélection pour essayer de savoir quels seront les 12 finalistes. Avec elles, Charlotte Casanova, Stéphane Deperoy et Emmanuel Copeau. Elle s'est parée de sa plus belle robe pour affronter ce jury de présélection. Bonjour tout le monde. Bonjour. L'entretien durera quelques minutes. Juste avant, Miss Alsace paraissait plutôt détendue. J'avoue que j'ai rien préparé, je sais pourquoi je suis là et je sais qui je suis, donc je vais vraiment moi-même. Vous êtes là pourquoi? Pour devenir Miss France. Cette sérénité était loin d'être partagée. Ça va, heureuse. J'ai mes plaques de stress qui commencent à arriver, mais ça va. Cette épreuve doit déterminer les 15 demi-finalistes de l'élection Miss France. Leurs noms ne seront dévoilés que samedi lors de la cérémonie. Mais déjà, la pression retombe un peu. Bon, c'est fait. Ouais. C'est bon, on peut déstresser, ça y est. C'est impressionnant. Il y a quand même beaucoup de jurys. Il y a vraiment beaucoup de monde pour cette oral. La préparation est loin d'être terminée. 8 heures par jour, les 29 candidates répètent. L'élection Miss France est avant tout un très grand spectacle, durant lequel il ne faudra faire aucun faux pas. Difficile pour les jeunes femmes perchées sur des talons aiguilles. Hier, je me suis fait une petite cloque. Donc pour essayer d'être au top le soir de l'élection, eh bien, système D. J'ai pas de sparadrap, donc je mets un petit peu de scotch. Des bobos aux pieds et des postulantes pour la plupart novices en danse. Jusqu'au bout. Non, réunion. C'est juste le positionnement de fin au niveau des jambes. C'était du coup plus vers la gauche et pas vers la droite. Qu'est-ce qui est difficile dans ces chorégraphies pour vous? D'accorder mes bras et mes pieds. Qu'elles se rassurent, il leur reste 2 jours pour se perfectionner et leur metteur en scène nous a affirmé être confiant. Ce sera un merveilleux spectacle. On en saura un peu plus demain, puisque Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault, comme tous les ans, seront en direct avec nous demain, vendredi. À propos de vendredi, Dominique est revenu. Allez, comme tous les jours, les petites surprises pour ma dernière semaine. Les Miss... Pas méchante aujourd'hui, mais hein. non, je veux pas pleurer. Mais non, jamais. Je veux jamais pleurer. Les Miss, ça m'a fait penser à une petite chanson, une petite ritournelle. Évidemment. Et les femmes, vous les avez côtoyées, les plus belles femmes de France, toutes ces Miss. Il y en a une quinzaine qui sont passées, puis j'en ai une à la maison. Alors, exactement, la plus belle. Alors, on a vu les répétitions, mais tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans oser le demander, ce qu'elles pensent de vous, les Miss, eh bien, Charlotte Casanova leur a demandé. Eh oui, tu vas voir, hein. C'est pas mal. Où sont-elles? Elles arrivent. Où sont-elles? Ah, Miss Alsace, bonjour Miss Alsace. J'en ai une à la maison. Jean-Pierre Pernaut pour les Miss France, ça va manquer. Oui, je crois que dans l'esprit collectif des candidates, quand elles arrivent à Miss France, c'est un peu le point de départ de l'aventure. On va au JT de Jean-Pierre Pernaut, ça y est, Miss France commence. Moi, quand j'ai dit à ma famille que j'allais sur le plateau du JT, tout le monde m'a dit « Oh, mais c'est incroyable, c'est fou que les Miss fassent ça, c'est trop bien, on regarde tout le temps. » C'est vraiment iconique, Jean-Pierre Pernaut, il est dans notre salon tous les jours, donc c'est comme un membre de la famille. C'est vrai qu'on pourrait avoir un peu d'appréhension, mais en fait, il nous met vraiment de suite à l'aise. Et on perd cette appréhension, et puis on a un peu l'impression de retrouver un ami parce qu'il est quand même très très cordial. Flora, racontez-nous votre année de Miss France. Une très très belle année, c'est passé très vite. Jean-Pierre Pernaut, c'est notre parrain. Il est extrêmement bienveillant, il a un regard très, très tendre sur les Miss.
Oui, il fait partie aussi de la famille, je pense, Miss France. Si je vous dis Jean-Pierre Pernaut, vous me dites quoi? Ça vous inspire quoi? La France. Moi, la Picardie, parce qu'en plus, il est picard comme moi. Ouais, moi, je dirais la mise en valeur des régions et ça ressemble un petit peu à la manière dont on vit une année de Miss France. Enfin, je dis pas que c'est une Miss France. Miss France, ça lui va bien. Il a été marié à Miss France. Comment on fait pour choisir une Miss France parmi 33 si jolies filles? Non, me faites pas semblant, vous savez très bien, vous avez choisi la vôtre, alors vous savez très bien Elle a changé ma vie parce que, et beaucoup de gens le savent, j'ai rencontré mon prince charmant. Et ce prince charmant, c'est mon Jean-Pierre. Oh là là. Même Nathalie m'avait rien dit. J'espère bien. C'est très sympa, c'est des beaux souvenirs, c'est plein de choses qui se sont passées dans ce studio avec l'un de nos réalisateurs, Jean-Pierre Bouillet notamment, qui traînait d'ailleurs tout à l'heure ici. Et qui était toujours là quand il y avait les Miss France. Elles ne sont pas venues cette année, on était en duplex. Une petite colle. Quelle est la première que tu as reçue sur ton plateau? Je ne sais plus. Regarde. Oui, je me remets tranquillement de mes émotions tout de même. Et puis chaque jour, je réalise cette part de rêve que... Quelle est la première personne que vous avez appelée après l'émission? On m'a posé la question, mais il se trouve que j'ai plutôt laissé de côté mon portable tellement tout s'est enchaîné rapidement. J'avais mes parents dans la salle, du coup j'ai profité de leur raconter un peu ce que j'avais vécu. Désolée Nathalie, on a vu les Miss, mais il n'y a pas que les Miss dans la vie de Jean-Pierre. Il y a d'autres très belles femmes, regarde. Je crains le pire. Cher Jean-Pierre, on vous souhaite le meilleur pour la suite et à très bientôt au Moulin Rouge. Bisous Jean-Pierre. Ça mérite une explication, là. Le Moulin Rouge, on a fait si jolie fête avec l'équipe du 13h. Et avec toi? Mathilde, au milieu, qu'on a reçue sur ce plateau, justement, au cœur des régions. Et merci à Fanny d'avoir envoyé... Ça fait aussi partie des traditions, du patrimoine, le Moulin Rouge. Et j'ai adoré parler d'eux, comme d'autres cabarets, comme le Royal Palace, notamment à Kirchwiller. Oui, toutes ces femmes et tous ces témoignages du patrimoine. Alors, il faut savoir qu'en 33 ans, il s'en est passé des choses. 10 ans de Miss France, ça, c'est pas mal. Des petits bonheurs, des petits malheurs, à la fois près de chez nous et puis très loin là-bas. Tu as coupé, par exemple, tu as mis en haut de ton journal des guerres. T'as osé le faire parce que tu as du pif, parce que tu aimes les gens, parce que tu te dis qu'à côté, sur les marchés et qu'ailleurs, c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Puis il y a l'actualité, tout simplement. Ouais, donc il faut le faire. 33 ans de journalisme sous la plume de Christine Chapelle, eh bien, ça donne ça avec des archives de Cécile Marchand et de Lalia Kosseir. Tu vas voir, 33 ans. Nous en avons vécu des choses ensemble, mon cher Jean-Pierre. Des événements qui ont fait l'histoire et d'autres qui sont notre petite histoire à nous, les Français. Lorsque tu prends les rênes du 13h en 1988, les téléphones n'ont de portable que le nom. Voilà 3 générations. Première génération, celui-ci. Deuxième génération, actuellement, c'est celui-là. Et le troisième, qui commence à être un téléphone de poche, c'est pour l'année prochaine, c'est celui-là. Voilà, et on va équiper toute la rédaction de 13h pour pouvoir faire nos extérieurs du journal avec tout ce matériel. Les numéros de téléphone ne sont qu'à 8 chiffres. L'événement qui va bouleverser sans doute notre vie quotidienne à partir de ce soir 23h, c'est la nouvelle numérotation téléphonique. Les Français ne jurent que par le Minitel. Internet n'existe pas encore. Mais au fait, Internet, c'est quoi exactement? Ça doit être un truc avec des télécommunications, quelque chose comme ça, non? Le tunnel sous la Manche n'est pas encore creusé. Dites-moi, Michel, ce que je trouve fantastique, c'est que les 2 tunnels se soient retrouvés l'un en face de l'autre. Ah ben, ce que je trouve aussi fantastique, Jean-Pierre, c'est qu'en ce moment, sur mon écran de contrôle, là, je vous vois en direct. Il y a l'image dans les 2 sens, il y a le son, il y a des lignes téléphoniques. Ça va s'installer là-bas. Hein. Je vous rends en francs. Et nos achats se font toujours en francs, pas en euros. Nous en a pas de... Eh oui, à partir de lundi, le franc n'aura plus de valeur dans les magasins. Il y aura toujours, bien sûr, un double affichage, au moins jusqu'au mois de juin, pour qu'on y comprenne quelque chose. Alors certes, une partie de ton journal célèbre le passé, les traditions, mais tu nous as aussi montré le monde qui avançait, qui bougeait. Des informations parfois terribles. Sous le nom de code de tempête du désert, la guerre du Golfe a donc commencé à minuit 39, heure de Paris. Mesdames et messieurs, bonjour, une édition spéciale de ce journal de 13h, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Des hommes lourdement armés ont attaqué le siège du journal Charlie Hebdo. Ils luttaient contre la maladie depuis des mois et des mois. On craignait le pire, sans imaginer qu'un jour il pourrait partir. Et Johnny Hallyday est mort donc cette nuit à l'âge de 74 ans. Mais aussi parfois exaltante.
Alors le mur de Berlin, c'était le symbole d'une prison pour les Allemands de l'Est, là, un symbole tout court pour le monde entier. Les flots de bière, de champagne et de larmes, c'était cette nuit historique de Berlin vécue par Pierre Thivolet. Mesdames et messieurs, bonjour. Une soirée historique, 3 buts de légende et une Coupe du Monde pour la première fois en France. Et pour fêter cet événement extraordinaire, une édition spéciale. Cette actualité qui te passionne tellement t'a parfois fait sortir de ton studio pour être au cœur de l'événement. À Toulouse, pour l'explosion de l'usine AZF. Je suis juste devant l'usine AZF, devant la maison du gardien. Vous le voyez, elle a été totalement dévastée par l'effet de souffle qui a été énorme. Il a été ressenti jusqu'à environ 4 km. À New York, après les attentats du 11 septembre. Édition spéciale. Pour comprendre tout ce qui se passe ici, nous irons nous promener ensemble tout à l'heure dans les rues de Manhattan pour évoquer aussi la riposte que prépare l'Amérique, la croisade que veut lancer George Bush. Et surtout, tu es le premier à oser présenter un journal au pied de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Je me trouve maintenant à proximité immédiate de ce fameux réacteur numéro 4 de Tchernobyl qui, à lui seul, a pollué la moitié de la planète il y a 4 ans. Ce qui surprend quand on arrive ici, au cœur de la zone interdite de Tchernobyl, c'est qu'on ne ressent rien. Apparemment, tout est normal. Eh bien, le seul moyen de se rendre compte qu'il y a eu ici une explosion grave il y a 4 ans et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener avec, tout simplement, un compteur GGR. Compteur GGR qui nous indique ici déjà un seuil d'alarme, donc je suis dans un endroit radioactif. Pendant toutes ces années, tu as senti l'actualité. Tu nous l'as expliqué, décrypté, parfois commenté à coups de petites phrases cinglantes. Tu n'as pas été qu'un présentateur, Jean-Pierre. Tu es, avant toute chose, et tout simplement, un journaliste. Merci Christine. Il y a un événement qui t'a marqué? Le match, non, ils m'ont tous marqué, c'est tellement beau. Non, de ce que dit Christine, j'ai la gorge un peu nouée parce que je l'aime beaucoup, elle était là depuis le début, donc... Ouais. Mais je t'aime aussi, toi. Mais oui. Et on a vécu de belles aventures aussi, les marchés, SOS Village et tout. C'est un bonheur. Les aventures au coin de la rue, au bout du monde, c'est l'aventure. Et je voulais finir justement avec ces mots-là en chanson. L'aventure, c'est l'aventure, elle est là. Et évidemment avec Johnny, puisqu'on vient de le voir. Ouais. L'aventure, c'est l'aventure, 33 ans. Pour moi, c'était plus court avec toi. En tous les cas, j'ai adoré cette aventure avec toi. Et je te remercie pour cette belle aventure, Jean-Pierre. Et moi, je te remercie d'avoir été là et de continuer avec Marie-Sophie Lacaro pour SOS Village, les marchés, plein de choses. C'est un bonheur d'être avec toi. Merci beaucoup. Merci, merci pour tout. Merci. Bon, demain, je ne vous quitterai pas complètement puisque la nouvelle plateforme sur Internet, vous savez, la JPP TV va s'ouvrir avec des milliers de reportages sur les richesses de nos régions dont on parlait hier avec Dominique, avec des beaux reportages. Il y en a des milliers sur cette plateforme dont vous voyez en exclusivité à quoi elle va ressembler. Tiens, il y a une photo de moi déguisé en Johnny, c'est bizarre. Je vous y retrouverai régulièrement. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire en donnant son adresse mail sur jpptv.fr, un site préparé amoureusement par Mona Hadji. La Bourse de Paris, elle augmente de 0,35% alors qu'il est à 5567 points. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, c'est la dernière fois que je vous l'annonce parce que demain ce sera Louis Baudin. À 19h45 et à 20h, Gilles Boulot, c'est la dernière fois que je vous le dis aussi. Et puis en guise de générique, allez, la dernière fenêtre de mon calendrier de l'Avent. Il y en aura peut-être chez vous, mais pour moi, c'est la dernière. Elle va s'ouvrir, allez, c'est un petit cadeau de Mehdi Chebana, qui ne savait pas qu'Amiens allait gagner les coups de cœur de Noël. Illumination d'Amiens, regardez, coup de cœur de Sébastien Ambert tout à l'heure. Salut Amiens, salut à tous, et à demain, c'est la dernière fois que je vous le dis aussi. Tout de suite, inédit, un Noël impérial avec Sarah Drew. Vous allez vous produire.